France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthès. Et un jour dans le monde, c'est un jour en Israël, bien sûr. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. Benjamin Netanyahou qui veut marteler, qui veut redire que la guerre n'est pas finie tant que les objectifs n'ont pas été atteints. Bien sûr, nous y reviendrons. Bonsoir Igal Palmore. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Thibault Lefebvre, correspondant de France Inter à Jérusalem, nous rejoindra dans un petit instant. Avant cela, Igal Palmore, à Tel Aviv, où vous êtes, je suis sûr que vous le sentez. D'un côté, il doit y avoir chez vous une forme de soulagement qui est immense, et en même temps, pour les familles des otages, cette attente, elle est insupportable. Oui, c'est surtout une tension. Le soulagement n'est pas encore au rendez-vous tant que les otages n'ont pas été vraiment libérés. On les attend, on sait que ça doit être les enfants, les jeunes, les enfants, les bébés. Donc évidemment, il va y avoir un soulagement s'ils sont libérés comme promis. Mais en même temps, personne n'oublie ce qui reste derrière. Il y a encore environ 150 otages dont on ne sait rien, qui n'ont pas été vus par la Croix-Rouge, dont on ne connaît pas la condition, et évidemment la libération des enfants n'est qu'un premier pas, et on attend qu'il y ait un accord sur les autres aussi. On sait, Igal Palmore, qu'on s'achemine vers 4 jours qui vont être extrêmement éprouvants. La trêve théoriquement commence demain à 8h, heure d'Israël. Ce sera 10 otages contre 30 prisonniers. Chaque jour, ça va se passer au compte-gouttes. À tout moment, le processus peut s'interrompre au moindre incident. Ce que j'ai envie de vous demander, c'est qui a la main ? Qui est le maître des horloges du Hamas ou d'Israël en ce moment ? En fait, les deux, parce que c'est l'intérêt des deux de respecter cet accord. Pour Israël, évidemment, l'intérêt de voir libérer les otages promis, c'est-à-dire tous les enfants et leurs mères. Et pour le Hamas, l'intérêt, c'est de préserver 4 jours de trêve sans action militaire. Ils ont tout intérêt à le faire, et c'est pour ça, justement, qu'il y a eu une opposition assez ferme, pas seulement au sein du gouvernement, mais au sein de la Knesset, à cet accord, parce qu'on pense que le Hamas va se réarmer, se préparer à la seconde manche. Donc c'est en fait l'intérêt des deux parties de respecter cet accord à la lettre. On va y revenir à la politique intérieure. Le gouvernement israélien disait il y a quelques jours encore, il nous reste une fenêtre de tir très étroite avant que l'ensemble des opinions publiques ne se retournent contre nous. C'était un peu le sens du discours. Un accord se fait finalement avant cela. Est-ce que ça veut dire quand même qu'Israël est obligé à ce stade d'être plus proactive sur les négociations des otages, peut-être même plus proactive qu'elle n'avait imaginé l'être ou pas ? Non, je crois que la considération première du gouvernement dans la négociation sur cet accord, ça a été d'essayer d'exploiter une véritable fenêtre d'opportunité pour sortir les enfants de l'enfer où ils se trouvent. Évidemment, on aurait pu insister un peu plus sur les conditions, sur les termes de cette trêve, mais la priorité a été donnée à sortir les enfants de leur geôle le plus vite possible et voir après ce qu'on fait avec comment on continue. Mais c'est surtout l'inquiétude pour les enfants qui a prévalu dans les considérations du gouvernement et de l'opinion israélienne qui soutient à très grande majorité cette démarche. Il est clair que pour beaucoup, et on s'en souvient, vous et moi, Igal Palmore, juste après le 7 octobre, ce qu'on entendait aussi, c'était des voix qui disaient il faudra préparer l'opinion publique à la mort de ces otages. C'est ce qu'on disait au lendemain, avant même le démarrage de l'opération, dont on le savait qu'elle serait imminente. Est-ce qu'on se dit aujourd'hui que ce qu'on avait imaginé là, à ce moment-là, était quelque chose de fou qui, dans l'opinion, de toute façon, n'aurait jamais prise ? Écoutez, pour être très réaliste, il faut d'abord dire que certains otages sont déjà morts. Certains sont morts, on le sait, parce que leurs cadavres ont été récupérés par l'armée israélienne dans l'hôpital de Shifa. D'autres sont morts devant les caméras, ils ont été filmés par le Hamas. Une autre est morte, sa mort a été annoncée par le djihad islamique. Donc il y a des otages qui sont morts en captivité ou qui sont
morts en captivité. Et nous ne savons rien de ces 50 qui doivent être libérés. Est-ce qu'ils seront rendus vivants? Est-ce qu'ils seront rendus blessés, mourants, ou peut-être morts? Nous n'en savons strictement rien. Et il faut se préparer aussi à une autre éventualité. A priori, le Hamas aurait dit qu'il n'a pas le contrôle de tous les otages. Il ne sait pas où se trouvent certains parmi eux. Il a besoin de temps pour les retrouver. Alors ça peut être une manœuvre pour prolonger la négociation, mais ça peut être aussi une réalité. Il y a des otages qui sont peut-être perdus dans Gaza. Parce que tous n'ont pas été enlevés par le Hamas, mais par d'autres organisations, parfois par des civils. Et c'est une réalité tragique à laquelle il faudra faire face lorsque elle se manifestera. Il y a deux points de pression, si je puis dire, Yigal Palmer, autour des otages. Il y a eu les pays occidentaux, l'étranger. Joe Biden et Benjamin Netanyahu se sont parlé 14 fois, ce qui est un nombre considérable. Il y a eu la pression des familles, et on va y venir avec Thibault Lefebvre. Je me demandais jusqu'à quel point il a fallu tordre le bras d'Israël pour en arriver là. Je crois que le bras a été tordu à partir du moment où l'attaque a eu lieu comme nous le savons, dans des conditions atroces et horribles. Et les 240 otages ont été pris dans les conditions que l'on sait, femmes, enfants, vieillards et tout. C'est là où le bras a été tordu. Après, dans la négociation, c'était pas une question de tordre le bras à qui que ce soit. C'était simplement une démarche extrêmement compliquée parce qu'il n'y avait pas de pourparlers directs. Il fallait passer par des intermédiaires. C'était en temps de guerre. C'est toujours en temps de guerre. Et donc, toutes les conditions étaient réunies pour compliquer la tâche. La pression des familles a été là. C'est là que je me tourne vers vous, Thibault Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir à tous. Correspondant de France Inter à Jérusalem, Thibault Lefebvre. Et c'est vrai que dès le début, cette pression des familles a été là. On les a vus sortir tout de suite. On a vu sortir les portraits tout de suite. On ne pouvait pas faire sans cette pression-là au gouvernement israélien. Ouais, vous l'avez dit, la pression des familles et puis la pression de toute la société civile. Vous les avez vus lors de votre passage ici en Israël, ces photos d'otages qui sont partout, qui sont sur tous les murs. Les sportifs à côté de chez moi qui courent ou qui font du vélo portent des t-shirts à leur effigie. Quand vous arrivez dans les couloirs du grand aéroport, l'aéroport Ben Gourion, vous les voyez, ces photos de ces otages avec leur nom. Leur libération est tout simplement devenue la grande cause nationale. Et ce qui est impressionnant, c'est que cette organisation ultra efficace a été mise sur pied en quelques jours seulement. Un forum, c'est une sorte d'association, est dédiée au soutien et à la communication. Elle rassemble toutes ces familles. Des avocats ont prêté gracieusement leurs locaux. De riches mécènes ont financé les opérations de communication. Des suivis psychologiques ont été proposés à tous ces proches. Tout ça s'est fait en seulement quelques jours. Toutes les familles, un autre exemple, c'est toutes ces familles qui travaillent avec des représentants. Ces représentants qui organisent des interviews, qui convoquent les médias, qui participent à des événements et qui occupent donc en permanence l'espace médiatique. Et oui, on peut dire que depuis cette nuit, ça a payé parce que depuis hier soir, le gouvernement a complètement changé de cap sous la contrainte. Il aurait été en effet compliqué dans ce contexte et avec toute cette pression de refuser un échange de prisonniers. Et puis, il faut se rappeler que depuis 6 semaines, Benjamin Netanyahou, vous l'avez diffusé, on l'a entendu en préambule de cet entretien. Il a un objectif en tête qu'il martèle discours après discours, détruire le Hamas. À plusieurs reprises, il a estimé que c'était seulement par la force qu'il arriverait à sauver des otages. Le paradigme n'est donc plus tout à fait le même depuis cette nuit, avec des conséquences sur le terrain. L'opération militaire va donc être temporairement interrompue, si tout se passe bien, avec des pauses dans la surveillance de la zone, entre 10h et 16h à Gaza donc, ce qui évidemment aura un impact sur la stratégie de l'armée israélienne. Benjamin Netanyahou, lui, assure pour rester droit dans ses bottes que la guerre n'est pas terminée, mais pour reprendre les combats, et notamment après cette trêve, il va falloir les convaincre, ces familles des otages qui ne comprendront sans doute pas que l'on en sauve certains et pas d'autres, et puis convaincre aussi les Américains, les Qatariens, qui eux sont bien décidés à convaincre les belligérants de transformer cette trêve en cessez-le-feu. Merci beaucoup Thibault Lefebvre. C'est là-dessus que je voudrais vous interroger, Yigal Palmer. Il l'a dit, on l'a entendu, effectivement, Benjamin Netanyahou, la guerre n'est pas finie, ça n'a rien à voir. Nos objectifs n'ont pas été atteints. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut recommencer, j'allais dire comme avant, j'y mets évidemment beaucoup de guillemets, c'est-à-dire reprendre le même niveau intensif de bombardement sur Gaza qu'encore hier ou avant-hier ? Si c'est possible, oui, c'est possible. Ça dépend évidemment des conditions
qui seront celles de la zone après la libération des otages. Y aura-t-il d'autres libérations en chemin ou en cours ou pas? Il y aura-t-il une fin de non-recevoir de la part du Hamas aux demandes de renouveler la négociation ou pas? Tout dépend des conditions qui régneront sur le terrain, vous savez, mais c'est possible, oui, c'est tout à fait possible, puisque le Hamas reste l'organisation armée et dangereuse qu'il a toujours été. Ils sont terrés dans leur tunnel, ils représentent toujours un danger, et les opérations, personne ne dit qu'elles reprendront de la même manière, mais elles peuvent parfaitement reprendre, si ce n'est que pour remettre la pression sur les dirigeants du Hamas pour qu'ils acceptent de libérer le restant des otages dans les délais les plus brefs. Surtout, Yigal Palmor, que à ce stade et en l'état, Israël ne peut pas dire « nous avons ce chef important, nous l'avons tué ». Il n'y a pas, là aussi, je mets des guillemets, il n'y a pas de trophée dont on peut dire « ça, c'est quelqu'un d'important du Hamas qui, aujourd'hui, n'est plus à la tête de cette organisation ». Non, il n'y a pas de trophée, il ne s'agit pas d'apporter des trophées. Il y a des dirigeants, il y a des chefs militaires, c'est une grande organisation, n'est-ce pas? Avec à sa tête, on sait très bien qui est à sa tête, donc on peut imaginer que ce serait lui le trophée, mais il ne s'agit pas de ça. Il n'est pas là, surtout, il est à Doha. Oui, je ne sais pas où il est. Si vous savez où se trouve Yahya Sinwar, on aimerait bien le savoir aussi. Alors, je crois que l'armée... Ah oui, c'est lui dont vous parlez, pardon. Se trouve, mais... Oui, c'est de lui dont je parle. C'est le chef de la branche militaire. C'est lui qui est derrière l'attaque et donc je vous confirme que moi non plus. Du 7 octobre. Oui, j'imagine bien. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est que il ne s'agit pas d'apporter des trophées. Il s'agit de briser les capacités militaires du Hamas, de le mettre hors d'état de nuire et de libérer les otages. Et donc, quand Benyamin Netanyahou assure que la guerre continuera après cette trêve, c'est pour mettre la pression sur le Hamas, le plus énergiquement possible, soit pour que la négociation sur la libération du restant des otages se poursuive et vite, soit, si le Hamas refuse de négocier, eh bien, de poursuivre le travail qui consiste à casser le bras armé de cette organisation terroriste. Rien n'est fini, en tout cas, dans ce conflit. Yigal Palmor, je vous remercie beaucoup, ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélienne. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, ça se passe au Québec où les chercheurs, les exploitants forestiers se demandent si l'immensité des forêts détruites par le feu pourront renaître un jour. Et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Kevin Dufresne. Aux États-Unis, où une fuite de pipeline a libéré des millions de litres de pétrole au large de la Louisiane. Le Monde à 18h49. Franck Madvon, bonsoir Franck. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. On sera aussi aux États-Unis. On va s'intéresser au rôle déterminant de Washington dans l'accord Israël-Hamas. Le cinéma en VO, c'est vous Corinne Pellissier, bonsoir. Bonsoir, je vous propose aujourd'hui un documentaire, les premiers jours de la guerre en Ukraine, à partir d'une caméra embarquée dans un van. Ça s'appelle Pierre-Feuille Pistolet. Allez, à tout de suite. Tout le monde, le tour de la planète continue. Il passe par Détroit, aux États-Unis, avec Sufjan Stevens. Will anybody ever love me? Merci d'écouter France Inter. Vous êtes dans Un jour dans le monde. Chase away my heart and heartache. Run me over, throw me over, cast me out. Find a river running to the west wind. Just above the shoreline you will see a cloud. Tie me to a tiny wooden raft. Burn my body, point me to the undertow. Push me off into the void at last. Watch me drift and watch me struggle, let me go. 'Cause I really wanna know, will anybody ever love me? For good reasons, without grievance, not for sport. Will anybody ever love me? In every season, pledge allegiance to
and burning heart. Hello, wildness, please forgive me now for the heartache and the misery I create. Take my suffering as I take my vow. Wash me now, anoint me with that golden blade. Carry me to the final. Et nous sommes au Canada, dans la province du Québec, qui a perdu 5 millions d'hectares de forêt ces derniers mois. Vous avez suivi avec nous les incendies dévastateurs qui ont duré des semaines et des mois. Les hectares partis en fumée se trouvaient en grande partie dans la forêt régulièrement coupée par l'industrie forestière. Jamais en 100 ans on avait vu un tel désastre. Aujourd'hui, les exploitants et les chercheurs penchés sur cet écosystème tentent de comprendre comment la nature va renaître de ses cendres. Et le reste, c'est Pascal Guéricola qui raconte ça. Nancy Pienne n'a rien oublié des jours angoissants où le feu a menacé son village à Lac-Simon, qu'il a fallu évacuer. Les animaux brûlent dans le bois. 5 mois après, cet aîné de la nation autochtone Anishinaabe, très proche de la nature, s'inquiète pour la suite des choses. C'est notre vie sur la terre, les arbres, les animaux, l'eau, tout le monde vit pour ça. Quand ça brûlait, là, on était pas mal. À quelques 300 km de là, Doris Nollet contemple les troncs noircis autour de son village de Nord-Métal. C'est toujours le vent qui décidait si on était en grand danger, en moyen danger. Puis le feu, il pouvait faire des bonds jusqu'à 500 mètres. Pendant des jours et des jours, cette chef pompier pragmatique a lutté avec ses hommes pour arroser les maisons et construire des tranchées par feu. On était déjà à 500 mètres du village, fait qu'on était bien inquiets, une secousse, là. Tout le secteur ici, là, on a travaillé très, très fort. Là. Et ici, on envoie une tranchée, là, à gauche. Là. Fait que là, ça a tout été coupé ici autour. Là. Ça, c'était pas comme ça avant. Là. De nouveaux chemins forestiers mènent au lieu de coupe où des équipes comme celle de Jackie Beaulieu s'affairent à récolter le bois brûlé. Là, on est dans le chantier à Nord-Métal, où il y a eu, je crois, 380 000 mètres cubes de bois qui auraient brûlé. L'important, c'est de récolter le bois le plus rapidement possible pour l'envoyer à l'usine, pour pas que le bois se gaspille debout et sans utilité. Fait que plus qu'on va récolter le bois rapidement, plus que le gros bois, la fibre va rester intacte à l'intérieur. Rapidement, les insectes creusent des galeries dans les troncs noircis, faisant chuter le prix des planches et des madriers. L'autre ennemi des bûcherons, c'est la suie, qui les oblige à nettoyer et à entretenir leur machinerie. Jackie Beaulieu. C'est ça aussi l'inconvénient de la suie. C'est très abrasif. Au mois de septembre, début octobre, où il y avait beaucoup de soleil, quand on abattait les arbres, la suie remonte. Même dans les cabines, on le sentait, même si on a des filtreurs pour filtrer l'air qui rentre dans les cabines, on le sentait, puis on a respiré de la suie. Fait que savoir quelles conséquences sur notre santé, j'en ai aucune idée. C'est des particules fines de carbone. Tu vois les troncs qui est coupé là-bas? Est-ce que tu vois les racines de l'arbre? Celui qui scrute ainsi les restes de bois mort, c'est Osvaldo Valeria, professeur en aménagement forestier. Il a mis au point un outil de télédétection pour prédire dans quelle zone brûlée la forêt pourrait renaître de ses cendres. Pour cela, il faut que les épinettes noires, toujours vivantes, disposent de graines contenues dans des cônes, que l'on appelle ici des cocottes. Tu vois, il y a des cônes dans les arbres. Les cônes, la cocotte, qui va ouvrir. Chacune des semis, il y a des ailes, et les ailes, ils vont pouvoir se transporter par les vents. Ils vont pouvoir s'installer un peu partout en forêt. Si on laissait aller, la forêt aurait pu se régénérer d'elle-même. En théorie, le feu aide les cocottes des arbres à s'ouvrir dans la forêt boréale, et les épinettes noires poussent à nouveau. Le problème, comme l'explique le professeur Yann Boucher en écologie forestière, c'est que les incendies de cet été ont frappé des forêts trop jeunes, encore dépourvues de graines. Les endroits où le feu a frappé cette année, puis étaient constitués de forêts de moins de 50 ans et dominés par l'épinette noire, ces endroits-là, il y a de fortes probabilités que ça ne se régénère pas, puis qu'on doit mettre en place des plantations à grande échelle. On parle souvent de 2000 $ et plus par hectare pour régénérer une forêt en forêt boréale, puis ça dépend des endroits, mais c'est une moyenne. Donc, quand on a 300 000 hectares de secteurs à faire, on parle de travaux là, qui vont approcher le milliard de dollars, si c'est pas plus, dans les prochaines années. Les investissements pour replanter la forêt s'annoncent donc massifs, l'équivalent de 5 à 6 années de plantation.
Pour l'instant, le gouvernement réserve son avis, tout comme sur le volume de bois disponible à la coupe, comme si les autorités n'avaient pas encore absorbé le choc provoqué par le cataclysme de cet été. Pascal Guéricola pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Et nous voilà d'abord aux États-Unis, Kevin, au large des côtes de la Louisiane. Où se sont déversés dans le golfe du Mexique ces derniers jours près de 4 millions de litres de pétrole brut. C'est dû à une fuite sur un oléoduc sous-marin fermé désormais et les gardes-côtes américains cherchent l'origine de l'accident et surtout essayent de contenir la pollution pour éviter une éventuelle marée noire sur les côtes et sur le delta du fleuve Mississippi. Pour l'instant, le pétrole n'a pas atteint la terre. Les zones humides de la Louisiane sont connues pour leur biodiversité très riche. Les autorités craignent donc une véritable catastrophe écologique. D'ores et déjà, des oiseaux, notamment des pélicans recouverts de mazout, ont été observés, même si l'ampleur est bien moindre pour l'instant. Cela ravive dans la région le souvenir douloureux de la catastrophe Deepwater, l'explosion d'une plateforme pétrolière de BP dans le golfe du Mexique qui avait déclenché la pire marée noire de l'histoire des États-Unis. Et nous voici maintenant au Libéria, dont les voisins saluent le résultat de l'élection présidentielle. Oui, comme on l'entend là, la télévision nigériane, par exemple, qui se fait l'écho des félicitations adressées par le président à Joseph Boakai, élu lundi face à l'ancienne star du foot, le président sortant George Weah. C'est presque l'ancien attaquant du PSG qui est le plus félicité pour son fair play battu de seulement quelques milliers de voix. George Weah a très vite reconnu sa défaite, appelant ses partisans à faire de même malgré un épisode tragique lundi soir avec cette voiture qui a foncé sur la foule qui célébrait la victoire de Joseph Boakai et qui a fait 3 morts. Les résultats n'ont pas provoqué d'épisodes de violence ou de contestation. Pas une mince affaire dans un pays qui n'est sorti de la guerre civile que depuis 20 ans. Les Libériens ont démontré que le changement par des voies pacifiques est possible, a réagi la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest alors que la région est secouée par les coups d'État et la violence ces dernières années. Le Mali, la Guinée, le Burkina Faso ou encore le Niger, je vous le rappelle, sont dirigés par des juntes militaires. Situation instable aussi au Gabon ou encore en Côte d'Ivoire. Et puis nous voici enfin en Chine, où le pouvoir s'attaque aux mosquées. Comme ici, il y a quelques mois dans le Yunnan, des fidèles face aux forces de l'ordre pour empêcher la destruction de leurs mosquées. C'est l'ONG Human Rights Watch qui alerte aujourd'hui sur la situation dans le nord de la Chine, où se trouvent les plus grandes communautés musulmanes du pays. Depuis 2019, le gouvernement chinois a entrepris un plan de sinisation de l'islam pour, je cite, le rendre compatible avec le socialisme. Et ça passe par des mosquées fermées, rasées ou désaffectées. Certaines ont été transformées, par exemple, en ateliers de fabrication de vêtements, détaille l'ONG dans son rapport. Image à l'appui, elle montre aussi comment des minarets sont détruits pour rendre certaines mosquées invisibles. Le tout pour restreindre la pratique de l'islam, affirme Human Rights Watch. Kevin Dufresne sous les radars, merci beaucoup. Vous reviendrez demain, vous partez avec une femme qui a fait un carton, qui a gagné une nomination au Grammy dès sa première chanson. Amy Tishkia, Black Myself. Vous êtes sur France Inter. You watch
Myself, Amethyst Kia. Le Monde à 18h49, c'est Franck Madron. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Et Franck, on revient avec vous sur l'accord sur la libération des otages, donc retenus dans la bande de Gaza. Ce soir, vous nous dites pourquoi ce compromis n'aurait pas été possible sans la forte implication des États-Unis. On a beaucoup mis en avant le rôle dans les tractations du Qatar et de l'Égypte, deux médiateurs qui peuvent parler à tous les acteurs du conflit. Mais les détails des négociations révèlent aussi la très forte pression exercée par les États-Unis sur les différents protagonistes pour aboutir à un accord. Cette crise au Proche-Orient marque en fait le retour de Washington au premier plan dans la région après le retrait des années Obama et les projets inaboutis et partisans de l'administration Trump. Joe Biden est resté dans la tradition diplomatique américaine. Il a d'abord apporté un soutien sans faille à Israël en défendant le droit du pays à se défendre après les attaques du Hamas. Le président américain a une histoire personnelle avec Israël. Il y a fait beaucoup de voyages en tant que sénateur, a rencontré tous les premiers ministres depuis Golda Meir. Mais dès sa visite en Israël le 18 octobre, Joe Biden a posé quelques limites au soutien des États-Unis. Il a souligné l'urgence humanitaire à Gaza. Il a obtenu l'entrée dans l'enclave d'une vingtaine de camions d'aide. Et il a prononcé ces mots « Je vous recommande de ne pas être consumé par la rage que vous éprouvez ». Ce qui n'a pas empêché Joe Biden, Franck, d'être considéré comme pro-Israël. C'est vrai, Fabienne, et une partie des démocrates pro-palestiniens, surtout les jeunes, lui reprochent son soutien à l'opération militaire israélienne à Gaza. Biden n'a jamais appelé un cessez-le-feu. Il a d'ailleurs perdu quelques points dans les sondages. Mais il a au moins demandé des pauses humanitaires. Et surtout, en coulisses, il a maintenu la pression sur Israël pour obtenir un accord avec le Hamas. En plus d'un tête-à-tête à Tel Aviv, il a eu 13 fois au téléphone le Premier ministre Netanyahou, des coups de fil au cours desquels, selon la presse américaine, Joe Biden a appelé Israël à la retenue dans la bande de Gaza. La Maison-Blanche a créé une cellule avec des proches du président pour parvenir à un accord avec le Hamas, impliquant une trêve, le retour de dizaines d'otages et la libération de prisonniers palestiniens. Le chef de la CIA, Bill Burns, et le responsable du Moyen-Orient au Conseil national de sécurité, Brett McGurk, entre autres, n'ont pas ménagé leurs efforts. Et plusieurs fois, les États-Unis auraient permis de surmonter des blocages. Oui, c'est en tout cas ce que rapportent des sources proches des négociations dans la presse américaine, mais aussi des diplomates français. Joe Biden a appelé 3 fois l'émir du Qatar et 2 fois le président égyptien Sisi. Il a fallu à un moment cette pression américaine pour obtenir par exemple du Hamas la liste précise des otages à libérer. Et les Américains devaient aussi s'assurer dans le même temps qu'Israël validerait un éventuel accord. La médiation des États-Unis a donc été cruciale, mais elle sera surtout évaluée à l'aune des prochains développements. La diplomatie américaine doit s'efforcer de convertir la trêve de 4 jours en un cessez-le-feu durable, alors que Netanyahou a promis que la guerre reprendrait son cours après la libération des otages. Et Washington doit surtout prendre en main les discussions sur l'après-Hamas à Gaza. Pour le moment, la proposition de Joe Biden d'une autorité palestinienne revitalisée manque de substance pour être vraiment crédible. Franck Madvon, merci beaucoup. Le mercredi, c'est cinéma et c'est Corinne Pellissier. France Inter. Un jour dans le monde. Le cinéma en VO, Corinne, qui nous emmène aujourd'hui en Ukraine pour un documentaire qui s'appelle Pierre, Feuille, Pistolet. Un film qui a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix du jury du dernier festival War on Screen. Son réalisateur s'appelle Maciek Amela, il est polonais. Il montre des images inédites des premiers jours de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le dispositif est extrêmement simple. Une caméra embarquée dans une voiture et des témoignages à vous couper le souffle. Voilà, dispositif ultra minimaliste mais drôlement efficace. En 2015, il avait permis par exemple à Jafar Panahi de remporter l'Ours d'Or à Berlin avec son Taxi Téhéran. Une caméra embarquée façon road movie, comme a choisi de le faire Maciek Amela avec ce film Pierre, Feuille, Pistolet. Lui vit en Pologne, il a fait ses études en France à la Sorbonne, il parle 8 langues, travaille régulièrement comme documentariste avec la BBC et quand la guerre a éclaté le 24 février 2022, le jour où la Russie envahit l'Ukraine, il n'a pas eu l'idée tout de suite de la caméra. En revanche, c'était quasiment viscéral. Il a su qu'il devait s'engager, se porter bénévole. Il a pris son monospace, direction la frontière. Et c'est comme ça qu'a démarré cette aventure humaine. 6 mois à jouer les chauffeurs de février à octobre 2022. Il aura convoyé avec son van plus de 400 réfugiés. Du premier jour où je me suis présenté à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, j'ai vu de queues de voitures comme la mienne. C'est ça la grande force de
de tous les pays démocratiques. On comprend que chacun de nous peut tout changer. On sait très bien ce que ça veut dire de vivre à l'ombre d'un voisin qui est menaçant comme la Russie. Mes parents font partie de la Solidarność, qui a réuni 10 millions de Polonais à l'époque communiste. C'était une vraie force d'opposition et qui a donné naissance à la libération, à la chute du communisme. C'est quelque chose qui donne aussi du courage et de l'envie pour s'engager. Corinne, vous nous dites des témoignages, des images. Ces images qu'il ramène sont d'une puissance extraordinaire. Vous pensez même qu'en 2 ans de conflit, quasiment aucun reporter n'a jamais recueilli une telle parole. Le résultat est vraiment stupéfiant. Un regard, en une phrase, vous comprenez par la force de ces échanges ce qu'a été dès le début la réalité de cette guerre. On y croise tous les profils, des jeunes, des vieux, des enfants, des hommes, des femmes, certaines obligées de partir en laissant leur mari au combat, des familles endeuillées, des familles séparées, qui ont parfois tout perdu, leur maison, leurs animaux, mais pas leurs rêves. C'est ce qui surprend ici, c'est l'espoir. Et en même temps, de temps en temps, des retrouvailles au bout de la route. On est frappé par la simplicité et la profondeur de ces échanges, la dignité de ces personnes dont la vie du jour au lendemain a basculé dans l'horreur. On voulait surtout pas aller vers le spectaculaire dans ce film. Montrer les images qu'on connaît tous de cette guerre, qu'on a vu, les tanks qui explosent, le bâtiment qui explose. Ce que vous voyez dans ce film, c'est comment la guerre est découverte à temps réel par ces gens-là, par les enfants. J'ai très vite compris que c'était des témoignages très importants parce que c'était les premiers témoignages qui racontaient des crimes contre la population civile commis à l'intérieur de ces zones d'occupation qu'on connaissait pas encore. On connaissait pas les histoires de Boutcha, de Kupiansk, de Kherson à l'époque, mais je retiens une énorme ténacité de ces gens, une énorme dignité. C'est des vies qui sont complètement brisées et des vies qui sont très très ressemblables à nos vies en France ou en Pologne. Et cette guerre-là, elle est à nos portes. Et c'est aussi ce qu'on voulait montrer à travers ce film. C'est notre responsabilité en tant qu'Européens de venir avec toute l'aide possible. Et c'est vraiment un peu de sacrifice qu'on peut donner à aider les Ukrainiens. We got through the worst part already. It's just a long journey. Le voyage à travers les vitres du monospace donne aussi à voir les paysages d'une Ukraine dévastée, les checkpoints sur les routes ou les maisons éventrées. Le film s'appelle Pierre, Feuille, Pistolet, signé Maciej Kamela, à voir en ce moment au cinéma. Corinne Pélissier, merci beaucoup, à mercredi prochain. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h d'Hélène Philly. Juste après, il y aura le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure. Bonsoir à tous. Rédacteur en chef du 18-20. Ce soir, on ouvre grand les cuisines alors. Bah oui, portes ouvertes sur l'info. C'est l'intitulé de cette opération de Radio France. Aujourd'hui, France Inter vous dit tout depuis ce matin. Et dans le téléphone sonne, on va tenter de répondre à toutes vos questions, comme celle-ci par exemple. Lorsqu'un de vos invités vous demande de connaître les questions qui lui sont posées à l'avance, est-ce que vous accédez à sa demande ou pas ? Comment sont hiérarchisées les informations données lorsqu'on passe sans transition du conflit israélo-palestinien aux inondations du Pas-de-Calais ou à un fait divers de seconde zone, voire à un micro-trottoir qui met la parole d'un citoyen lambda au même niveau que celle d'un spécialiste, journaliste, universitaire ou expert dans tel ou tel domaine. Ouh, elle est bonne celle-là. J'ai aussi celle de Jean-Pierre. Mais c'est vous qui allez répondre du coup. Le problème, c'est que certaines fois, les invités n'apportent rien. Bon, c'est pas une question, mais on voit à peu près le sens de la remarque. Il y a des fois, on voit bien ce que ça veut dire. Merci beaucoup, 01 45 24 7000 pour discuter avec nous, bien sûr. WhatsApp, même numéro pour vos notes vocales. Vous êtes déjà trop nombreux. On est ravis, vraiment. À tout de suite.